Bonjour tout le monde, honorable assistance, chers maîtres, chers collègues, chers étudiants. Bienvenue, je vous remercie pour votre présence et vous nous avez honorés par votre présence et j'espère que ça va vous apporter un plus et qu'on va apporter un plus par rapport à cette problématique. Donc comme le professeur Bouchnak l'a présenté, je vais vous parler des psychostimulants et du dopage intellectuel, les résultats d'une enquête qu'on a fait au niveau de la faculté de Sétif, au niveau du département de pharmacie. Donc je vais aller vite sur quelques notions puisque mes chers professeurs, mes chers collègues en ont déjà parlé. Donc moi d'abord, je projetais de vous parler de l'addiction, c'est quoi et beaucoup plus par quel mécanisme. Donc au niveau du cerveau, comment ça se passe. J'ai parlé un petit peu des psychostimulants et des nouvelles drogues, les smart drogues, et je vais vous présenter le résultat de notre enquête. Alors l'addiction, c'est quoi? L'addiction, comme on en parle depuis ce matin, c'est un comportement. Alors, c'est quelque chose qu'on va faire avec deux caractéristiques fondamentales. On est addict quand un comportement nous procure du plaisir. Et deuxièmement, on est addict quand un comportement nous procure du plaisir ou nous soulage d'un malaise. Je vais chercher à consommer quelque chose ou je vais chercher à faire une action pour avoir un plaisir et aussi parce que je me sens mal et que ce comportement va m'aider à soulager cette peine. Donc, c'est un comportement dans lequel on est incapable de se contrôler. On va le répéter en dépit des conséquences négatives sur la santé, sur la vie sociale ou intellectuelle. Donc, il y a une impuissance par rapport à un contrôle et un défaut de gestion. Et quand je dis comportement, c'est consommation ou, comme le professeur Jafar l'a dit, des conduites ou bien des comportements addictifs. Dans l'addiction, il y a différentes notions. Vous en avez parlé, on en a parlé depuis ce matin. C'est la dépendance. Alors, c'est quoi la dépendance? On est dépendant à une consommation quand notre mode de consommation est caractérisé par une perte de contrôle. Je ne peux pas me contrôler, je ne peux pas m'arrêter. On peut être dépendant à des drogues toutes naturelles, comme le tabac, le café, des boissons énergisantes ou des drogues dures, comme on a vu de ce matin, donc les drogues illicites. Quand on continue de consommer, même si on a des conséquences négatives sur la santé, des gens asthmatiques, des gens malades qui fument, ils sont dépendants. Quand on a ce besoin, ce sentiment irrépressible de consommation, on a envie de consommer. L'envie de consommer, c'est une dépendance psychique. Quand on a cette pulsion vers la consommation, ça a un nom. C'est une dépendance psychique à la consommation. Quand notre consommation a une place centrale dans la vie, je me lève le matin, je n'ai qu'une envie, c'est d'allumer ma cigarette. Toute la journée, je pense à mon verre d'alcool. Toute la journée, je pense au joint. Toute la journée, ma journée s'articule autour de la consommation. La place de la molécule dans la vie, c'est une dépendance. Et, quand le professeur Jafar l'a parlé, l'état de manque. Quand je souffre, quand je n'ai pas pris ma dose de café, ma cigarette, mon joint, mon comprimé, mon verre d'alcool, je suis en souffrance physique. J'ai des maux de tête, j'ai de la migraine, j'ai des sueurs, je suis fatiguée, je suis irritable. Ça, c'est une dépendance physique. Et en fait, quand la dépendance s'installe, on perd la liberté. On n'est plus libre. Je ne suis plus libre de ne pas consommer. Je ne suis plus libre de ne pas fumer parce que dans le cerveau, ça c'est imbriqué, c'est bon. Je suis obligée de prendre. Autre notion fondamentale de l'addiction, c'est la tolérance. Le professeur Jafar en a parlé. Je deviens tolérant, ça veut dire que le cerveau va s'adapter. Notre cerveau, c'est une plasticité, on a parlé. Il va gérer cette drogue. Ça veut dire qu'il y a une drogue qui va modifier la neurotransmission. Au départ, on a l'effet, très bien, tout est bien. Après, le cerveau il va s'adapter. Pour lui, il y a un signal, il y a des molécules en trop qui n'ont pas à être là. Donc, il va générer des mécanismes pour réduire l'effet. Et si l'effet est réduit, je ne suis pas content. Parce que moi, je cherche un plaisir, je cherche un effet. Et qu'est-ce que fait le consommateur? Il augmente les doses. Et là, l'augmentation des doses, ce n'est pas pour augmenter l'effet. Ce n'est pas pour augmenter le plaisir. Non, le consommateur augmente la dose pour retrouver le plaisir initial. Il a connu un effet et il veut à chaque fois le retrouver. La dose qu'il prend n'est plus suffisante. Donc, il augmente, il devient tolérant. Et le problème avec la tolérance, c'est les overdoses. C'est-à-dire, j'augmente, à un moment donné, quand il s'agit de drogue dure, eh ben, c'est des conséquences qui sont mortelles. Alors, la drogue et l'addiction, pourquoi? Pourquoi on va se mettre dans tous ces états? Pourquoi on va rendre une molécule, un joint, on devient prisonnier de cette consommation? En fait, à la base, c'est la recherche du plaisir. Donc, l'homme, des millions d'années, il a connu des plantes, au départ, qui ont modifié son psychisme, ils lui ont procuré du plaisir. Donc, dans notre esprit, dans le cerveau humain, il y a des zones
qui vont réagir à des actions qui nous sont indispensables pour survivre. La nourriture, la reproduction, les interactions sociales. À chaque fois qu'on exécute ces fonctions vitales, on a un sentiment de plaisir, de satisfaction. Alors, ce circuit, ces zones du cerveau, ce qu'on appelle le circuit de la récompense, il nous permet, parce qu'on est récompensé, de répéter l'action. Donc, à chaque fois qu'on a faim, on mange et on est bien. À chaque fois qu'on a des relations sexuelles et qu'on se reproduit, on a du plaisir et on les répète. Donc, le circuit de la récompense, en fait, il n'est pas là pour nous rendre addicts, il est là pour permettre de pérenniser l'espèce humaine. Et le problème, et plus la récompense est importante, plus on a deux choses. Le cerveau s'en souvient et le répète. Donc, on va créer une empreinte dans le cerveau en disant que cette action, cette consommation en l'occurrence, m'apporte un plaisir important et du coup, c'est une action prioritaire qui va devenir pour le cerveau. Et les drogues, ils vont prendre le circuit de la récompense physiologique qui nous permet d'exister et ils vont le court-circuiter. Ils vont nous générer des plaisirs artificiels qui sont nettement plus importants que les plaisirs naturels et du coup, la drogue va avoir une place centrale. Alors ces circuits, rapidement, donc, ce sont des régions du cerveau, c'est l'ATV, l'aire tegmentale ventrale, c'est une région du cerveau qui va recevoir les signaux, les stimuli de plaisir et elle va transmettre ce signal vers le nerf accumbens, qui est le centre hédonique du plaisir. C'est là où on va évaluer chaque action, tel plaisir. Et en fait, l'évaluation, c'est le degré de dopamine, de dopamine en l'occurrence, qui est libéré. Donc, toutes les drogues qui entraînent une dépendance, elles ont une action sur la dopamine. Elles augmentent la dopamine par différents mécanismes. On a la nicotine qui augmente le flux de libération. On a les amphétamines qui bloquent la recapture. On a certaines drogues comme la cocaïne qui inhibe la dégradation. En tout état de cause, on a de la dopamine en excès au niveau des terminaisons nerveuses du nerf accumbens, donc beaucoup de dopamine, un sentiment de plaisir intense. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les drogues, je vous ai dit, vont court-circuiter ce circuit, vont augmenter, ce sera des décharges de dopamine au niveau du nerf accumbens, et du coup, le système de récompense physiologique est désensibilisé. On n'a plus plaisir à manger, on n'a plus plaisir à être en famille, on n'a plus plaisir à étudier, plus rien n'est gratifiant, seule la drogue devient gratifiante. Et du coup, la drogue va prendre la place centrale chez le consommateur. Il ne prend plus plaisir à rien, seule la drogue est gratifiante. Et le pire dans tout ça, c'est que la drogue, à un moment donné, elle-même ne sera pas gratifiante, parce qu'il deviendra tolérant et on entrera dans le cercle de la consommation. Donc, je passe vite les chiffres parce que déjà, professeur Bombodieff en a parlé. Même la classification, on a dit, donc on a les dépresseurs, les stimulants et les hallucinogènes. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des psychostimulants, de ces nouvelles drogues, de ces smart drogues qui sont consommées beaucoup plus par les intellectuels, par les étudiants. Donc, on les appelle les nootropiques. Donc, ça vient de noo, qui veut dire esprit, et tropique, qui veut dire courber. Donc, on va un petit peu courber l'esprit pour potentialiser les performances. En fait, ça ne rend pas plus intelligent, ça n'augmente pas les neurones. Ça va permettre de booster les neurones, d'augmenter leur rendement. Donc, ça stimule les performances cognitives, la mémoire et la concentration, mais ce sont des médicaments qui sont, à côté de l'effet psychique, il y a beaucoup d'effets secondaires, notamment sur les autres fonctions cérébrales et sur le système cardiovasculaire. Donc, ça sera des insomnies, des agitations, des irritabilités, des troubles de la tension artérielle, des troubles du rythme, des troubles de la circulation, comme effets secondaires qui vont accompagner cet effet neurotropique. Dans les psychostimulants, il y a des médicaments, les molécules de synthèse, comme les médicaments, les antidépresseurs, les médicaments utilisés pour traiter les narcolepsies, les psychostimulants comme le modafinil, qui est commercialisé en Algérie, et certains médicaments utilisés pour le trouble de l'attention chez l'enfant. Et dans les naturels, on a les stupéfiants, on en a parlé donc depuis ce matin, comme la cocaïne, qui entraîne une dépendance psychique rapide. Les amphétamines, dans le surdosage, peut être mortel. Alors, il y a des psychostimulants naturels. On peut booster son esprit, pendant les étudiants le font en période de révision, par exemple en prenant du thé vert qui stimule la mémoire et la concentration, le ginseng qui va booster la mémoire, le ginkgo qui améliore la concentration, bien sûr le café, mais attention aux excès parce que le café a beaucoup d'effets indésirables qui peuvent être dangereux,
certains oméga-3 qui sont présents dans les produits de la mer qui permettent d'une meilleure oxygénation du cerveau, donc un meilleur rendement du cerveau, et bien aussi il y en a les compléments alimentaires, c'est la mode aujourd'hui, avec des acides aminés qui peuvent avoir un effet psychostimulant qui peut être intéressant. Et là, je vous présente les résultats de l'enquête qu'on a fait auprès des étudiants du département de pharmacie de la faculté. Alors, le dopage intellectuel, vous connaissez tous le dopage sportif, où un sportif va prendre des molécules pour booster ses performances physiques. Le dopage intellectuel, c'est la même chose. On va prendre des substances pour augmenter ses performances intellectuelles. Donc, selon la définition adoptée par la Commission de lutte contre la drogue et la toxicomanie en France, a défini les conduites dopantes ou le dopage intellectuel par la consommation d'un produit pour affronter un obstacle ou bien le surmonter. Cet obstacle peut être réel ou ressenti. Ça veut dire quand j'ai besoin d'une aide extérieure, chimique, pour affronter un obstacle, on va dire intellectuel, une révision, un examen, là, cette conduite, c'est une conduite dopante. Le café que vous prenez pour rester éveillé toute la nuit pour réviser, c'est une conduite dopante. Ce n'est pas forcément une conduite négative, ce n'est pas forcément péjoratif, mais ça a un nom. C'est une conduite dopante. Et là, on ne parle pas de produit. Ce qui ne nous intéresse pas, ce n'est pas le produit en lui-même, c'est le comportement. C'est d'aller prendre quelque chose pour pouvoir performer et pour pouvoir carburer. Donc, les molécules qu'on rencontre souvent en milieu estudiantin, ils ont trois fonctions. Donc, les étudiants vont chercher ou bien les intellectuels vont chercher à consommer, d'abord pour lutter contre l'anxiété, contre le stress, contre la peur de l'examen, pour nous aider à régler notre rythme cardiaque. Aussi pour gérer le sommeil, il y a des gens qui ont des insomnies. À la veille d'un examen, il est tellement anxieux, tellement stressé qu'il n'arrive pas à dormir. Donc on va prendre des choses naturelles comme la valériane ou l'aubépine, ou bien artificielles comme les médicaments, les tranquillisants, les benzodiazépines, avec un risque de dépendance. Certains étudiants prennent des bêta-bloquants. Alors le bêta-bloquant, ce sont des molécules qu'on utilise la veille d'un examen pour réguler le rythme cardiaque, diminuer les palpitations et pouvoir mieux gérer l'examen. Il faut savoir que les bêta-bloquants, c'est des médicaments dangereux, c'est des médicaments qui agissent sur le système cardiovasculaire. Ils doivent être prescrits par un médecin sous une étroite surveillance. Ce n'est pas parce que je suis stressée que je vais prendre un bêta-bloquant pour gérer un examen, ça n'en vaut pas la peine. Deuxième raison pour consommation en cas de dopage, c'est la fatigue. On est fatigué, donc on a un rythme intensif de révision, surtout les gens qui se prennent tard. Ils laissent les cours s'accumuler, ils ont un mois, et pendant le mois, il veut réviser des cours de 3 mois. Donc, au bout d'un moment, il est fatigué. Il commence à prendre des vitamines, des compléments alimentaires, certains produits anti-asthéniques pour l'aider un petit peu à suivre le rythme. Et enfin, les psychostimulants, donc pour augmenter la capacité de se concentrer et la mémorisation, pour retenir plus d'informations. Alors, les filières santé sont les filières où on rencontre le plus ce phénomène. C'est des études difficiles, c'est des études qui demandent beaucoup d'efforts intellectuels et du coup, toutes les études rapportent une consommation de ces molécules plus importante dans les filières de santé. Donc, notre objectif par cette étude, c'était d'évaluer cette pratique auprès de nos étudiants, de faire un état des lieux de ces comportements, quels sont les produits qui sont utilisés et pourquoi, les motifs de consommation. Donc la cible, c'était les étudiants du département de pharmacie. On a fait passer un questionnaire en ligne sur Google Drive et ça s'est passé on a recueilli les données entre janvier et mars 2023. Donc le questionnaire, il y avait 3 grandes sections, données générales, âge, sexe, donc vie, consommation de molécules, on va dire licites, café, tabac et boissons énergisantes. Et après, c'était la question phare, est-ce que vous consommez des médicaments ou des produits en vue de la préparation d'un examen, oui ou non? Après, pour les gens qui ont répondu oui, donc les spécialités et les motifs de consommation. Donc on avait 112 étudiants qui ont répondu. La majorité, c'était des filles. On avait 14 garçons. Et cet échantillon représente en fait la répartition sexe-ratio des études médicales. Il y a beaucoup plus d'étudiantes filles que garçons dans les sciences médicales. Alors, 85% des étudiants étaient âgés entre 20 et 25 ans, 55% logés chez leurs parents et 96% étaient célibataires. Pour la consommation de tabac, donc la majorité, comme c'est des filles, donc non-fumeurs, et sur les 14 garçons, il y avait 2 garçons qui ont déclaré fumer. Sur la consommation des boissons énergisantes à l'approche des examens, 50% ont répondu oui. Donc, ils consomment des boissons énergisantes pour la préparation d'un examen ou d'un contrôle ou d'un examen. Donc, est-ce que vous consommez du café? Pardon, donc 50% consomment du café et sur ces 15-50% qui consomment du café, 48% augmentent la consommation en période d'examen. 69% consomment du thé
et 51% d'entre eux augmentent leur consommation pour les examens et 20% pratiquement, 18% consomment des boissons énergisantes. Les 2 étudiants qui fument ont déclaré qu'ils augmentent la consommation de tabac en période d'examen. Et en plus de ça, ils vont consommer du café et des boissons énergisantes. Les 20 étudiants qui consomment des boissons énergisantes consomment en plus du café et du thé. Et là, c'est ce qu'on appelle la polyconsommation. Le fait de prendre une molécule facilite le passage vers d'autres molécules. Et le risque, c'est qu'une fois que ces molécules, on va dire, pas très efficaces, ne donnent pas l'effet recherché, on passe à des molécules beaucoup plus puissantes. Et là, on passe à des psychostimulants plus importants avec un risque de dépendance. Sur la question, est-ce que vous consommez oui ou non, c'est des molécules autres que café et thé pour la préparation. 54 ont répondu oui, occasionnellement à l'approche des examens. 4 étudiants ont répondu oui et une consommation régulière. Et 54 ont répondu non. Alors, il y a une étude qui a été faite par professeur Bombodieff en 2015, et là, elle était plus large. Elle a concerné tous les étudiants de la faculté universitaire, donc c'était l'UFAS 1, l'UFAS 2 et l'université Mohamed Labine de Barine. Et cette étude a montré que 80% des étudiants pratiquaient le dopage intellectuel, consommaient des produits en période d'examen. Sur la nature des produits, donc la majorité, 44 sur les 112, ont déclaré consommer des vitamines et des compléments alimentaires. 6 consommaient des boissons et des infusions. 2 des étudiants consommaient des bêta-bloquants pour gérer le stress. 2 prenaient d'autres médicaments comme l'Atarax, ce sont des anxiolytiques antihistaminiques. 2 prenaient des anxiolytiques, benzodiazépines, et 2 des antidépresseurs. Alors, je reprends l'étude faite par professeur Bombodieff où ils ont trouvé comme nous, la majorité c'était des boissons et des compléments alimentaires, des vitamines, café, thé, boissons et alcool. Les médicaments rapportés par l'étude, c'était des médicaments pour la concentration des stimulants, des stéroïdes, des tranquillisants, des bêta-bloquants et des médicaments pour lutter contre les troubles du sommeil. Et il y avait également 2% des étudiants qui ont déclaré consommer du cannabis et comme drogue licite, le tabac. Alors, ça rapporte à toutes les études qui sont faites où la plupart des étudiants qui pratiquent le dopage intellectuel consomment des psychostimulants, des bêta-bloquants, des stimulants majeurs comme cocaïne et amphétamine. Les facteurs influençants par rapport au sexe, le genre, il n'y avait pas de différence. Les filles consomment tout autant que les garçons. L'étude effectuée en France en 2018 rapporte qu'un étudiant sur 5 prend des stimulants et que les filles sont majoritaires dans la consommation. Donc, par rapport au lieu de vie, est-ce que le fait de vivre en cité ou le fait de vivre chez les parents, ça a un effet sur la consommation? Oui, les étudiants qui vivent avec leurs parents consomment moins que les étudiants qui vivent en cité. Donc, le fait de vivre en famille, ça a un effet protecteur. Sur l'origine des produits, donc d'où est-ce que vous allez vous procurer les produits? Donc, 70% c'est les procure en pharmacie, c'est des produits qui sont en vente libre à la pharmacie. Il y a un parmi des étudiants qui avait mis dans son questionnaire, mais c'est que des vitamines. Donc pour eux, le fait de consommer, c'est anodin. Ce n'est pas que des vitamines, donc il y a des risques. La surconsommation de café entraîne des effets secondaires, surtout d'HTA et d'ulcères. Certaines vitamines, comme la vitamine C, peuvent donner des calculs rénaux, des troubles digestifs. Et le fer, il est beaucoup consommé pour lutter contre la fatigue. Le fer est très dangereux quand il est pris en grande quantité. Et l'excès de fer peut être toxique avec des troubles qui peuvent être très graves. Le motif de consommation, donc la plupart des étudiants consomment parce qu'il y a une mauvaise gestion du stress. Peur de l'échec, difficulté à gérer le temps de révision et des difficultés à assimiler les connaissances. Donc c'est ce qui a été également rapporté par une étude québécoise où les étudiants consomment pour améliorer la concentration, améliorer la mémoire, lutter contre le manque de sommeil et réduire la fatigue. En fait, ce sont des pratiques qui sont anodines, des pratiques banalisées, voire même une culture universitaire. Et ne pas prendre de médicaments est considéré comme un désavantage. Si je ne consomme pas, mon collègue va me dépasser et je serai désavantagé. Donc, tout le monde consomme. Et enfin, le motif de consommation, la dépendance. Est-ce que vous êtes dépendant? Est-ce que vous avez besoin de ces molécules? La plupart ont répondu non. En fait, c'est logique vu qu'ils ne consomment que des vitamines et des compléments alimentaires. Mais on a 8 étudiants qui ont déclaré être dépendants. Ce sont les étudiants qui consomment les psychotropes. L'étude faite à l'échelle universitaire a ramené pratiquement la même chose. 9 étudiants ont déclaré être dépendants aux molécules qu'ils consomment dans un cadre de dopage. Donc, en fait,
Les professionnels de santé, on a un grand rôle important à jouer pour sensibiliser les étudiants sur l'amélioration de l'hygiène de vie comme étant le moyen seul, efficace et sûr pour gérer cette période d'études. Donc la conduite dopante n'est pas nécessairement un usage excessif, mais c'est une pharmacodépendance et un usage répété. Et le risque de déviation vers une conduite addictive est très élevé quand on a déjà ce comportement de dopage intellectuel. Et enfin, une bonne hygiène de vie, une amélioration de l'alimentation, une bonne gestion du sommeil, c'est la clé pour pouvoir mieux appréhender les périodes d'études et les périodes difficiles. Et enfin, il n'y a pas de pilule magique qui est efficace pour améliorer ses performances. Il faut un travail au quotidien. Et en fait, vivre sans drogue, c'est tout simplement vivre libre. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.